Donc contrairement à ce qui était présenté précédemment, là on va faire un bond dans le temps, parce qu'on parle des années 2000-2010, donc c'est un peu plus loin. Sur l'expérience qu'on a eue tous les deux pour revaloriser un peu le patrimoine de GS sur les machines actuelles. On va parler d'émulation, émulateurs. Donc les présentations ont été faites sur PowerPoint à l'origine. Donc ce n'est pas PowerPoint qui tombe derrière, c'est pas la même version, donc les titres et les empêches sont un peu bizarres. Oui, je ne sais pas comment t'appeler Photoshop en présence de Nicolas, donc on l'a appelé s'il veut, hors caméra, c'est pas gênant. Donc normalement les titres étaient bien alignés et tout, c'était sympa. Je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu cet audio plagiat de l'image qui tourne en haut. Ça ne fait pas partie du quiz d'Antoine la fin de semaine, mais ça pourrait, hein, etc. Donc à l'origine c'était pris sur l'animation faite sur la Sales Demo par Apple. Là c'est simplement un petit gif animé que j'ai modifié par la suite. Voilà, et puis je remercie aussi Nicolas, un autre Nicolas derrière qui sera la régie qui fera. Donc Nicolas, fils d'eux, comme je ne le saurais pas, donc exactement. Allez, première diapo, je vous prie mon cher Nicolas. Donc c'est plantation familiale. Oui, tout est là encore une fois. Ah mais je n'ai pas payé alors du coup. Bon, on va parler un peu d'émulation, la question nous a été posée plusieurs fois, qu'est-ce que l'émulation exactement, à quoi ça sert, et quelle est la différence avec la virtualisation ou pas, etc. Donc j'ai mis quelques principes fondamentaux avec un petit copie de Wikipédia, c'est plus simple. Mais l'idée, effectivement, c'est de permettre de faire tourner des choses qui ne fonctionnaient pas sur un environnement autre qui n'est pas prévu d'origine. Et évidemment, ça va demander aussi de créer des outils requis pour faire tout cela, parce que instinctivement, si vous prenez une petite disquette, on ne fera pas sur l'iPad, hein, on verra un peu l'iPad. Parce qu'il y aura des démos temps réel aussi, ça fonctionnera très bien, on a fait des tests juste avant. Ce qui est dans le cas présent, sur la PWGS, il existait plusieurs émulateurs, plusieurs alternatives. On parlera plutôt de celles qui nous intéressent plus nous par la suite. Et les quelques initiatives qui existaient à l'origine, c'était basé sur des émulateurs Apple II tout court. Donc j'ai sauté les noms, il y avait Chipjager, Basilic, Virtua 2, OSX2. Donc ils fonctionnaient pas mal, mais qui ne permettaient pas de tirer parti complètement sur les environnements actuels des capacités de la PWGS, donc c'était un peu limitant et gênant. Diapo suivante, mon cher Nicolas. Donc ça c'est une chronologie des différents émulateurs, pour ceux qui connaîtraient ou qui ne connaîtraient pas. Et il y a deux vagues, il y a eu avant l'an 2000 et après l'an 2000. Donc avant l'an 2000, le premier tout honneur revient à Apple. Il a sorti Gus. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'avait vu ou utilisé. Ouais, le montré. Ah, il y avait deux candidats. Donc c'était le développement. Alors, il y a une version officielle qui est sortie, qui a été réservée aux universités américaines, qui permettait justement sur macOS, donc avant macOS 10, hein, donc, de faire tourner les applications GSOS directement par l'émulateur. Donc, qui était pas mal. 93. Après, il y a des petits Suisses de FE System, bien plus de donc les noms, vous devez les connaître, vous connaissez leur pseudo certainement, pour ceux d'entre vous. Qui est sorti Bernie. Bernie, il fonctionnait extrêmement bien, il était très rapide, très puissant. Il a eu un seul problème, c'est qu'il fonctionnait que sur les systèmes macOS, il était écrit en assembleur sans fil. Et donc, il n'a pas passé le cap de Carbone, pour ceux qui connaissent un petit peu la transformation, et encore moins les Macintel, c'était oublié. Donc j'avais rencontré André à l'époque, on avait discuté sur plusieurs applications possibles, évolutions, mais Carbone a tué Bernie. Donc on s'est arrêté là, mais le code n'est pas perdu, il est revenu quelques années plus tard. XGS a fait sortie, donc là c'était une version Unix, c'était vraiment du Unix à la ligne de code, qui fonctionnait pas trop mal, mais il fallait aimer le code. Michael avait porté sur macOS, et moi j'ai été intervenu avec Michael à ce moment-là pour faire la version française, parce que tous ces ports à l'époque ne reconnaissaient que le clavier QWERTY, c'était un petit peu gênant pour nous autres, surtout pour démarrer les disquettes, donc c'était manuel. Donc j'avais travaillé là-dessus, et puis pareil, il n'a pas eu d'évolution terrible. Est apparu en 97, contrairement à ce que certaines autres personnes ont écrit ailleurs, Kent, donc les Kent. À l'origine uniquement en Unix sous Unix, en ligne de commande. Kent, on va en parler tout le long de la présentation parce que c'est la référence en termes d'utilisation. C'est vraiment ce qui se fait de mieux et ça a eu beaucoup d'évolution. Kent 32 est par un petit japonais, petit, que j'ai rencontré, il est vraiment tout petit, c'est vraiment pas caché. Shi Chang-song, qui lui avait fait la première version. Ouais, tu peux le dire, c'est plutôt coréen. J'avais rencontré au Japon à l'époque. Machine raciste. C'est pas grave, c'est pas enregistré, donc c'est pas gênant, donc aucun problème. Qui lui s'était attelé au premier portage en dehors d'Unix, il est porté sur Windows.
il a fait un bon boulot d'ailleurs, pour l'interface était un peu limitée, mais bon, ça fonctionnait sur Windows, voilà. Windows 3, je suis désolé, parce que c'est venu par la suite. Non, c'est 95. 95. Non, les 90 ne fonctionnaient pas sur 95. Donc, En 97, ils n'avaient pas fait un. C'est Louis 32, là. Oui, donc ça peut marcher. Ouais, donc c'est 95, mais bon. X a pris la version DOS de Gitchop, donc lui, c'est un petit Suisse encore. T'es pas trop en nom de famille, hein. Chop. Tu dis quoi? Chip Chong. Un truc comme Je ça. parlais un peu mieux, parce que le micro sur le banc, en fait, c'est pas une bonne idée. Ça pénalise On a cru que beaucoup. c'était le frère du précédent. C'est le frère du précédent qui est côté helvétique, donc voilà, ça c'est pas grave, donc encore une fois. Donc lui avait focalisé sur les adaptations vraiment sur DOS et OS2, c'est un fan d'OS2, je ne me demandez pas pourquoi. Et On continue. va se moquer ici, hein, des trucs. Non, parce que surtout quand on parle d'émulateur un peu de GS, donc je ne me permettrai pas. Donc il a continué, donc il continue encore, il travaille beaucoup avec le site qui est un peu parti, il a un peu arrêté, ça s'appelait Cuck. CH, il travaille beaucoup avec les journalistes chez eux. Pour ceux qui l'ignoraient, Gilles a une particularité, c'est qu'il est complètement sourd. C'est un peu plus. Donc pour lui parler, c'était bien au téléphone, mais c'était un peu compliqué parfois. Donc, et après, Sweet 16, donc Derek, alors, c'est nous. Chez nous, Chez Pi Software. Chez Pi, ouais, c'est chez Pi. Celui de Bernie, en fait. C'est marqué, c'est marqué en bas à droite, donc il a. Vous l'avez pas vu? Ah, mais on a bossé un peu les diapos quand même, c'est pas mal. Donc en fait, il a récupéré le code de Bernie. Pardon? Vous pouvez pas voir, j'ai bloqué la. D'accord, en fait, c'est pas marqué assez gros, je suis désolé. Encore une fois, c'était fait sur PowerPoint à l'origine, donc c'est pour ça. Donc lui, il avait récupéré le code de Bernie 68 et il l'avait traduit sur BIOS, pour ceux qui forcément ont connu, en adaptant le code. C'était impressionnant, c'est 98. Il bossait chez BIOS. Ah, c'est ça. Et il a bossé chez BIOS. Il bossait chez BIOS, Eric. Et maintenant, il bosse chez. Avec Pierre? Chez Mozilla. Avec Pierre, exactement. Et il bosse chez Mozilla actuellement. Il a un Mozilla Phone, c'est le seul. Diapo suivant, très cher. Donc on va sur un prénom de vie, il y a eu un changement. Donc, on revient chez nous autres. Le KX reste toujours la référence. Ah, mais les diapos sont disponibles après si vous les voulez. Non, pas. Libre de droit, il n'y a aucun problème. Pour les travaux pratiques, C'est ça. C'est très bien. Donc Frédéric, il travaille samedi soir, il travaille à l'INRA, et il a repris le code du KEX, et lui, il a ajouté les librairies SDL. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les librairies SDL. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous demandez à ceux qui connaissent. Donc, et c'était le premier portage qui a été fait vraiment en dehors du monde purement d'un OS dédié, qui était très intéressant. D'autant plus intéressant, c'est qu'en 2002, je m'en suis occupé pour faire la version macOS, le portage. Voilà, donc j'ai récupéré les travaux de Frédéric. Alors les deux autres qui sont directement là, il y a Darrell et Gilles. Darrell en fait était monsieur SDL sur Mac. C'est lui qui a porté les librairies SDL sur macOS. Et en fait, on avait fait un échange de bons procédés, c'est que son code il avait quelques problèmes. Donc je corrigeais son code SDL et il corrigeait le bien sur l'émulateur, c'est très bien. Et Gilles était venu nous rejoindre aussi parce que XCGS s'était arrêté simplement. Donc il était venu avec nous, il a fait toute la partie du site web. J'ai été tranquille pendant un petit moment, jusqu'en 2003, un certain Olivier Gauguel est arrivé. Gauguel, Google. On dit comment Gauguel? Google. Gauguel, décidément, c'est tout ça que c'est pas Gauguel. Donc un certain Olivier est venu. On ne sait pas d'où il vient non plus, c'est là. Il est très agaçant parce qu'il a repris une partie du code, il a écrit pas mal de numéros de tir, mieux. Donc c'était une grande leçon de modestie, c'était très bien. Moi j'avais commencé la version vraiment alpha de base d'iOS. Il a repris le code, il m'a dit c'est bien mais c'est nul. Et il a fait une version iOS qui fonctionne, qui est quand même mieux. Donc, il n'a pas changé pour ceux qui connaissaient avant, je vous rassure. Voilà. Moi il a fallu 2 mois pour le porter, lui il a fallu environ 2 échanges de messages électroniques, donc c'était pas mal. Donc ce qui est important, c'est qu'entre 2002 et 2004, la version KEX OS X a eu l'avantage et la primauté d'être reconnu comme le meilleur émulateur, ce qui était très bien, un peu de gestes, mais ça a beaucoup déplu à un certain Kent, qui a remis à la charge, en disant il y a trop de versions différentes, ça me prépare, donc je reprends le code, et il a sorti le KEX 0.91.
qui tournait sur Linux, Windows et macOS, et qui était vraiment une version unifiée du code. Donc il avait pris le meilleur de ce qu'on avait fait différemment pour en faire une version harmonisée qui fonctionnait sur toutes les plateformes. Donc ça, c'était vraiment un beau travail. Kent, c'est le frère du mot d'Olivier, hein, c'est pareil. Donc, même gabarit, même formule, même état d'esprit. Donc vous lui posez une question, il vous répond, il crache le code en direct, hein, donc c'est pas un problème. Donc après, c'est le corrige. Est revenu après Eric donc avec Sweet 16. Donc il a porté sur macOS 10 cette fois-ci, en 2006. Donc c'était une autre adaptation. Il avait la version 1, la version 2, il y a la version 3. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il annonce la version 4. Mais voilà, il l'annonce. Je ne crois pas qu'il ait travaillé dessus, en plus maintenant il a Mozilla, donc il a d'autres obligations. Est revenu en 2009 nous embêter un certain Olivier, hein, avec un ActiveJS deuxième du nom. Particularité, cette version-là est une extension pour navigateur, donc vous pouvez directement sur le navigateur internet faire tourner l'émulateur, ce qui était quand même pas mal. Moi je n'ai pas essayé, hein, pour poser la question. 2011 est arrivé un autre personnage, un Allemand. Non, il est américain. Décidément, on veut. Mais il connaît bien Chang, Ching Chang Chang. Prononce quand même son nom, on sait jamais. Non, je n'avais pas le naturel, je l'avais. Mais Parce que son adresse, c'est DE quand même pendant un temps. Donc, Bitte, il y a un professeur. Son adresse c'était .de pendant un temps, quand je l'écrivais. C'était pour tromper l'ennemi. Exactement. Sans forcer. c'est Detroit. Il y a Carrie en C'est son annexe. C'est son annexe, je l'ai connu rapidement. Donc lui a sorti donc, un énième portage, une énième version, une énième branche, il a appelé GSORF. Bon, qui est bien, hein, qui fonctionne. Il s'est appliqué sur les bibliothèques, donc SDL2 de nouvelle génération. Donc c'était un beau portage qui tourne sur tous les environnements aussi. Mais depuis, c'est un petit peu arrêté aussi, il n'a pas fait grand chose. Donc il y a un autre portage qu'on verra après, mais j'en parlerai après parce que j'ai un problème avec ce portage-là. Donc, diapo suivante, je vous prie, très cher. Alors, attends, si je peux revenir. Ah, pardon. Non, on est censé faire un binôme normalement, mais c'est je parle de. Alors, je vais revenir sur les portages que tu as mis. Sur les noms, on parlera du nom après, parce que pour la petite histoire, ça fait quoi 10 ans qu'on échange avec Benoît, et à chaque fois il me reprend sur le nom de l'émulateur, donc à chaque fois il mail. C'est un peu comme Voldemort, l'émulateur qu'on ne veut pas nommer, l'émulateur qui tue, l'émulateur dont le nom doit changer. Donc je ne sais pas combien de formules a été trouvée. Et donc les premières versions de l'émulateur, elles étaient en Windows CE. Ah, Je tourne vers Nicolas. on parle. Et donc ça marchait sur des Toshiba E800, E300, je ne sais pas si ça vous rappelle, les tout premiers. Donc je sais pas si ça vous parle. Et donc ça, je me tourne vers Nicolas, parce que le problème, c'est que ces versions-là sont devenues obsolètes au moment où Windows Mobile est arrivé, où Microsoft... J'étais pas un autre, tu sais. Non, non, ça Je peux pas répondre. Ouais, je vois. Microsoft a dit, bah non, finalement, pas de natif sur Windows Mobile, que du C#, et donc tout votre code en C, en assembleur, bah, tant pis pour vous. D'autres que le C# est un langage de politique. Le C# est un très beau langage, que j'apprécie. Et donc, par contre, c'était les premières versions Windows CE, qui ont duré un certain temps et qui sont malheureusement morts, malgré mes appels à l'aide auprès de Microsoft, qui est en train de changer, mais ça a pris 10 ans. Voilà pour la partie sur les Je versions. peux t'aider maintenant si tu veux. Je connais quelqu'un là-bas. Il faut pas hésiter à me prendre la parole, sinon je vais parler tout le temps. Non, mais c'est pas. Moi, je suis le gars de la régie derrière. Mais c'est moi qui ai dans Oui, il y a la régie, il y a le Bon, le Kex. Donc Kex, c'est un jeu de mots en plus, bon, c'est Kex, MLTJS. Pour ceux qui parlent anglais couramment, un Kex c'est un tonneau aussi, donc Kex on peut sont des tonneaux. Pour ça, dans la version française, on appelle ça des tonneaux de nostalgie. Une question, en chronologie, il n'y a plus rien, ça s'arrête en 2011 ça s'est arrêté quasiment en 2011, je verrai après sur le diapo suivante, il y a une évolution qui est apparue il y a pas longtemps, mais qui ne me plaît pas du tout, donc on verra la suite pourquoi. Bon, le Kex, on en a parlé beaucoup, il y a des démonstrations en temps réel après qui vont arriver, c'est un peu moins rébarbatif comme ça. Mais grosso modo, pour faire simple, ça fait exactement ce que faisait un Apple2GS, donc ça émule le code parfaitement. Tous les modes graphiques, tous les accessoires, indépendamment des plateformes, donc même si c'est un Mac récent, ça fonctionne. Les accès ports, les cartes, même les cartes accélératrices, on en parlera après. Ça a accès au modem, au clavier modem, et la plupart des logiciels, effectivement, tournent en haute résolution quand ça peut aller. Donc quelques chronologies aussi sur les apports des uns des autres. Donc mon petit camarade japonais, qui n'est pas japonais mais qui est tout petit quand même. Encore une fois, c'est intéressant parce que c'était le premier à apporter le code C qui était très très pur, très bien écrit, sur les modalités de Windows. C'était pas un travail facile à l'origine. Frédéric vraiment a rajouté lui toutes les librairies, tous les accès aux librairies ISDN qui sont mis sur la plateforme.
avait permis aussi la configuration virtuelle, ce qui était une fonction intéressante, c'est-à-dire que vous pouviez paramétrer votre GS émulé et garder les mêmes configurations. Donc, vous pouvez monter la mémoire, la vitesse, l'affichage, un écran, et enregistrer les préférences. Donc ça faisait vraiment une machine virtuelle émulée pour vous. Et en plus, lui, avec le SDL, a permis vraiment d'ouvrir sur des multi-environnements. Et puis, dépendant d'Unix, on pouvait porter sur toutes les plateformes disponibles, ce que j'ai fait par la suite. Donc moi, ce que j'ai fait principalement, j'ai repris le code, j'ai optimisé, j'ai rajouté des cartes accélératrices. C'est un peu une private jet contre nous, après vous allez comprendre pourquoi. Donc j'avais plus l'intégration à macOS au maximum des routines Apple à l'époque, donc c'était international, ça parlait plusieurs langues. On avait les icônes, on cliquait dessus, ça s'ouvrait, ça fermait, toutes les icônes. Et j'avais poussé aussi l'intégration des SDL, encore une fois en reprenant le code de Darren, pour corriger tout ce qui ne servait plus à grand chose et faire en sorte que ça tourne mieux et plus rapidement. Pour la petite histoire, on verra après, mais la vitesse c'est un problème parce que les machines actuelles tournent trop vite. Donc il faut rester à la même vitesse d'origine, donc c'est un défi. Donc Olivier il complétera ce qu'il veut, il lui a rajouté la partie ActiveX qui n'existe plus, donc c'est un projet énorme. La version iOS, c'est tout un tas d'optimisations, donc tu peux ajouter des choses facilement. Donc l'objectif c'était d'avoir vraiment une version qui marche pour des gens qui ne connaissent pas l'Apple II, l'Apple IIgs. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir rejouer aux anciennes applis de manière simple. Et donc mon approche c'était dans le navigateur, ActiveX dont ActiveJS. Si on regarde ça, donc ActiveX ça a disparu, merci Microsoft. Ça a été remplacé par... Avant moi. Enfin, toi, je profite que tu remontes l'info. Non, c'est très bien que c'est disparu ça. Ça a été remplacé par NPAPI qui a disparu à son tour. Alors, pour l'anecdote, je pense que l'émulateur était un des programmes qui se servait mieux de NPAPI, donc de l'appli qui permet d'intégrer des applications dans des navigateurs, à tel point qu'à un moment, Mozilla m'a contacté en me disant est-ce que vous seriez intéressé par rejoindre l'équipe navigateur de Firefox pour justement continuer à travailler sur cette interconnexion parce qu'il n'avait pas vu d'autres programmes qui étaient aussi bien intégrés. Donc c'était vraiment ça l'idée, vraiment de le rendre accessible. On verra par la suite qu'aujourd'hui c'est un mauvais choix parce que l'émulateur ne marche plus. Donc ça c'est la dernière partie. Il me semble que je t'avais fait un joystick aussi en dessin. J'ai un joystick mais qui n'est pas intégré, mais qui est toujours dans mon backlog, mais il y a trop de... ça demande trop de travail. Ah ouais, intégrer un joystick. Ça sera très vite fait, parce que quand c'était simplement des captures d'écran, mais qui en fait ne rendent pas très bien, je suis désolé. C'est pas terrible de transférer quelqu'un d'autre. Ouais, t'es pas. Bon, normalement c'était des copies d'écran pour donner un peu à quoi ça ressemblait, on verra par la suite. Avec la capture d'écran de la fenêtre à propos sur macOS, une démo que certains connaissent, une autre démo que certains connaissent aussi, qui avait été développée en partie sur l'émulateur d'ailleurs, pour les tests. Et après, c'était une autre démo qui avait été. C'est pas un démo, c'est un jeu. C'est Wolfie. Voilà, je suis désolé, la qualité des images n'a pas suivi, donc j'aurais dû faire des réadaptations avant. Diapo suivante. J'ai jamais joué. Tu fais une démo maintenant, tu fais les anecdotes? On peut commencer par parler de ta carte accélératrice. Parce que... Alors, l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a réécrit la version SDL avec Darren, on l'avait mis en ligne avec Gilles, et puis l'émulateur a duré, c'est cette version-là avec XOS6, a duré 5 années, 2002-2007. Il y a eu 14 versions, parce qu'on l'a passé en 7, en 32 bits, en Universal, en PowerPC, en Intel, en différentes versions de macOS, de OpenGL en métal. On va commencer là-dessus, et on verra après une des raisons pour laquelle ça n'est pas allé plus loin d'ailleurs. Donc la petite histoire dans l'histoire qui est intéressante, c'est que en fait, dans l'émulateur, toute la plupart des touches de fonction se touchent la touche Alt et non pas la touche POM. En fait, c'était simplement que dans Xcode, c'était le même code à l'origine pour les deux touches. Et donc involontairement, quand j'avais codé l'équivalence du clavier, je m'étais trompé. Mais c'est resté. Voilà. C'est pour ça que quand on est dans l'émulateur, c'est pas POM S, POM ce que vous voulez, c'est Alt S, Alt O, ce que vous voulez, parce que la touche est restée comme ça. Les images FDA et les erreurs générées. Donc c'est là où on parlait d'une démo que peu d'entre vous ont vu, qui m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que j'avais sorti la première version du code, j'étais très fier de moi. Donc j'avais demandé à la personne qui se trouve juste à ma droite, Olivier, d'envoyer quelques images, parce que je n'ai pas d'images, pour faire des tests. Donc on avait testé sur une première démo, qu'on verra après, une démo que vous avez certainement vue avec des petits billes en couleur qui tournent sur l'écran, c'est assez sympa, ça écrit des lettres après. Bien, qui suivent.
Ah bah ouais. Et j'avais un problème, parce qu'au bout d'un moment, la démo plantait. D'abord, je m'étais à ralentir, et après, j'avais un gros message en disant erreur transwarp. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mon code fonctionne, tout est correct, et ça fonctionne pas. Et donc, j'avais demandé, j'ai pris le contact avec lui à ce moment-là, en disant c'est bizarre parce que ça ne fonctionne pas cette démo, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai droit à un gros éclat de rire au téléphone en disant t'es nul, c'était normal, on va dire, voilà. Tu as C'est normal, tu ne respectes pas la vitesse. Et j'ai dit comment ça ne respecte pas la vitesse? Donc Olivier vous expliquez pourquoi je ne respectais pas la vitesse. Alors, si tu veux passer sur la... Alors en fait, il y a peu de gens qui le savent, il y a deux versions de Nucleus qui existent. Il y a une première version... Si tu savais, j'en sais. Voilà, donc ça c'est la version qui est sortie en... Olivier, août Ouais, 89. voilà, c'est... Voilà, en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Je sais plus. Ça c'est la version août 89 qui s'est diffusée très rapidement. Et on a été contacté peu de temps après, 2-3 semaines après, par Apple en disant on prépare la keynote à San Francisco, votre démo ne marche pas sur les nouvelles cartes mères d'Apple. Et donc ils nous ont contactés via un magasin en Suisse. Donc, Apple Suisse nous a contactés, ils nous ont envoyé une carte mère, on a corrigé, et ce qui a permis en fait à Jean-Luc Grasset de faire la présentation à l'Apple Fest en 1989 à San Francisco. Donc Olivier a retrouvé le courrier de remerciement. Et donc ça c'est la version originale. Buster. Donc ça c'est la version que personne n'a vue. La version que vous avez vue. Alors on dit voilà. Tu mets du son? Enfin le son. Sinon tu chantes. Ah oui, quand même. Pour les nostalgiques. Bon, ceci pour vous montrer au passage que l'émulateur fonctionne quand même. C'est en temps réel là, donc sur l'iPad. Non, c'est pas un enregistrement, c'est en temps réel. Donc, Il y a des huîtres. Il n'est pas ça dans la version Il y a des messages subliminaux. il y a des messages subliminaux après vous pouvez. Arcachon sorti. C'est pour des C'est ça. Et donc d'une de sable. Et donc la version que tout le monde a vue, c'est cette version-là, qui est la version Apple Fest qui a été envoyée par Apple, et c'est celle-là qui s'est diffusée. Sauf que ça, tu l'as que c'était en anglais. Ça, tu n'as que si ton JS est configuré en anglais. Non, ça Le c'est... JS français, tu ne vois pas ça. Si. Ça tu l'as, c'est la version de base. Ça, c'est Moi, j'ai la version d'avant. Alors la version d'avant, c'est ce que j'ai fait avec juste marqué Speedboot FTA. Non, là, moi, c'est la version que j'ai. Tant mieux. C'est sur Photonix où il y a des messages qui s'affichent en français et en anglais. On pose des problèmes lors d'un procès à New York, tout ça c'est une autre histoire. Et donc, dans tous les bons coups. Ouais. Et donc cette version-là, on l'a pas diffusée parce que nous, on Mets était... ton adresse. Il y a mon adresse. Il n'y avait plus que ton nom. Ouais, mais là, il y a mon adresse. Salaud. Comme ça, c'est... Les affaires famille FTA, c'est après. C'est la version que tout le monde a vue. Il n'y a que mon nom. Et donc, la version originale que personne n'a vue, on s'est dit c'est peut-être pas celle-là qu'on va envoyer à Apple. Parce que justement, il y avait un petit truc particulier au niveau de la transwarp. Donc nous, on était à Dijon, on était dans notre garage, on n'avait pas de matériel, on commençait à y avoir des transwarp, on disait tiens, il y a des mecs qui ont des transwarp, on était un peu jaloux. Et donc dans cette version-là, si elle détecte la transwarp, au bout d'un moment, la démo commence à ralentir de plus en plus. Et affiche le message que a vu Benoît 10 ans après, mais que personne n'a vu en fait. Tu étais déjà gilet jaune, quoi. Et donc non seulement ça ralentissait la démo, et en plus ça s'installait au niveau du boot du GS et ça ralentissait ton GS de plus en plus. Et on s'est dit, ça allait trop vite. cette version-là on ne peut pas l'envoyer à Apple, donc ça a été enlevé de la version officielle. Et donc c'est le message Du ransomware. Avant l'heure. C'est pour ça qu'il y a l'adresse, tu peux envoyer un chèque. C'est ça. Il y a l'adresse À Dijon. pas internet. Si la technique nous... Oui, pardon, j'ai pas net. Et donc, sur le site FTA, vous avez le message Transwarp Failure qu'a trouvé Benoît. Donc c'est vrai que quand il m'a appelé, j'ai bien rigolé. C'était 10 ans après, c'est
plus les blagues prennent du temps à se déclencher, plus C'était un bel easter egg. J'imagine si Skynet tournait sur un PBS, on serait quand même pas dans le genre. Enfin, ceci dit, il y a encore. Les Terminators, Il ralentirait les Terminators, ils sont ralentis, donc ça va plus mal. On les battrait à la course surtout. Ah, c'est ça, je vais vous montrer l'image. Donc voilà l'image. François Orsini fait. Donc, voilà ce que j'avais au bout d'un moment, sans comprendre pourquoi. Et donc j'étais profondément vexé, parce que j'étais très fier du portage de l'émulateur, parce que ça fonctionne, c'est bien, ça fait du bruit. Ah bah ouais, Et il y a l'affichage vidéo, il y a même les. Là, il bossait avec Zip. Ouais, exactement. Il y a même les effets de bordure fonctionnent, et puis ça marchait pas. On n'avait pas compris pourquoi. Donc voilà, j'ai l'explication par la suite. On peut revenir au diapo. Ça, on finit après, parce qu'on parle de chat beaucoup. Voilà, donc les FTA on a déjà vu. Alors, c'est par demain, Chris Marker. En 2004, j'avais été sollicité aussi par Beaubourg pour un premier travail de restauration. Parce que Chris Marker est un artiste, mais bon, je ne vais pas dévoiler l'histoire, il parlera beaucoup mieux de moi que moi demain, qui a travaillé beaucoup sur GS. Et en 2004, Beaubourg m'avait contacté parce qu'il voulait faire une rétrospective de son travail. Et donc, ils avaient utilisé l'émulateur pour vérifier les disquettes, pour vérifier le travail qui avait été fait. Donc j'avais été invité au bout, c'était très sympa, une soirée, on avait mangé ensemble, travaillé ensemble. J'ai jamais su ce que c'est devenu. Je ne sais pas où c'est passé par la suite, je ne sais pas si l'exposition a eu lieu, mais je pense qu'Agnès en parlera beaucoup mieux que moi de moi. Voilà, 2004, donc j'ai dit tout à l'heure, Kent est revenu sur le devant de la scène parce qu'il n'était pas content que des versions alternatives étaient meilleures que la sienne. Donc il a tout harmonisé, il a fait un code qui était intéressant, mais finalement il a enlevé quand même la plupart des spécificités qui étaient propres à chaque plateforme. Donc il a fait un code très pur, très propre, mais tous les développements qu'on avait fait sur Mac, sur Windows ou sur Word, il les avait enlevés. Donc ça avait été un peu un début de recul de ma part. Parce que on avait une question, tout était open source, comment vous partagez le code, comment ça... C'est votre temps, on l'a jamais vu en fait, il était où? Tout est open source, il n'y a pas de problème. C'est la diapo suivante, on va en parler juste après, mais c'est pas un problème. Tu vas dire que GitHub c'est Microsoft, ça fout la merde, un truc comme ça, non? Non, ce que je veux dire c'est que Cake c'est... Je ne me permettrai pas, Nicolas, c'est pas général. En plus, c'est à Olivier de parler maintenant, c'est plus à moi de te parler. Donc Cake c'est open source, mais c'est licence GPL. Donc pour ceux qui connaissent, la licence GPL c'est comme un virus. C'est à partir du moment où vous avez du code en GPL, tout est ouvert. Donc ça ne posait pas de problème. Moi je ne diffusais pas le code plus que ça, mais ça ne posait pas de problème. Ça a posé un petit problème au moment où j'ai fait Karateka. Il y avait du code GPL dedans. Et donc là j'ai recontacté Kent et donc j'ai une licence spéciale de Cake pour Karateka. Ouais. Donc ça a dû négocier, pas âprement, mais en tout cas, je voulais absolument avoir un accord. Et dans Karateka, il n'y a pas de ROM, pour qu'il n'y ait aucun truc d'Apple, il n'y a aucun copyright. En sachant que dans les ROM, il y a aussi un souci, c'est que j'avais contacté Apple pour essayer de voir s'ils pouvaient mettre la ROM en Apple Source. Il y a Apple Source. Et sauf que justement, dans la ROM, il y a un bout de Microsoft. Il y a un copyright Microsoft. Je suis content d'être de ça. Et la boucle est bouclée. Mais on est venu spécialement pour toi, Nicolas, c'est bien. C'est un piège. Le trou est fait. Exactement, je pense qu'il y a une diapo. Tu veux peut-être aller au tableau pour parler? Je switch la déco là. Vas-y, reste un chose. Ça m'a prévu un bonnet. Oui, Philippe, enchaîne. Alors, je termine dans les anecdotes. En développant ActiveJS, par hasard, j'ai trouvé, et Benoît l'a confirmé, une faille de sécurité iOS. Voilà, c'est bon ça. C'est quoi qu'on attaque? Le patch, non, on aurait pu. Et donc. Ça a été patché, on l'a patché. Donc, je l'ai remonté à Apple. Et encore lui. Encore lui. 20 ans après, il est revenu. Donc j'ai écrit à Apple, ils ont juste accusé réception, j'ai pas eu de nouvelles. Et 3 mois après, ils me disent votre faille de sécurité a été corrigée. Comment vous voulez que ça soit. Comment vous voulez apparaître dans les crédits Apple de sécurité. Et donc sur iOS. Une statue. Putain, c'est énorme. Sur iOS 9.2. J'ai fait un malin plaisir de mettre Free to Association. Ah, c'est bon, c'est énorme. Donc ça, c'est le site Apple officiel. Ça va rester ad vitam aeternam dans la partie. Ça sera mis dans le Chrome, ça. C'est énorme. Jusqu'à ce que Microsoft prochaine. surtout qu'après, on pourra vous expliquer en quoi concernait cette erreur. Si vous voulez. Alors, on reste sur les diapos, la dernière diapo, je comprends. Après les diapos, c'est ça. Bon, 2019. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des développements originaux des alternatives ont été arrêtés.
Faute de moyens, faute de temps, faute de passion, faute d'envie, d'autres objectifs dans la vie. Pour répondre à la question de tout à l'heure, donc tous les codes sont disponibles maintenant sur GitHub. Mais à l'époque, ça a été le cas ou pas? À l'époque, ils étaient disponibles sur demande. Un service d'accord, je les avais jamais vu public en fait. Ben, il n'y avait pas de. On avait des chacun. On n'a jamais vu, etc. On avait chacun avec son site, et sur le site il y avait le code, mais si on ne connaissait pas le site, on n'avait pas cherché le code. Donc maintenant c'est sur GitHub. Grâce au service Microsoft. Alors grâce à cause. Parce que si je peux pas faire la pub. J'ai pas pris mon t-shirt, désolé, là je vais avec. Donc, alors, il y a une nouvelle tranche du code qui a été harmonisée, donc GSPON sorti en 2011, avec M. Smith, donc qui n'est pas allemand mais qui est en californien, pas californien, américain, pardon. Voilà, GS Plus est arrivé en 2017 par un certain Darren Brock, qui est lui bien américain. Dagon, c'est un G. Décidément, je sais pas comment c'est envoyé, il y a pour Olivier. qui veut dire petit Donc Dagen, Dagen a repris une partie du code, l'a repris, mais il a, de mon point de vue, on n'est pas tous d'accord avec lui et moi, il a plutôt massacré le code qu'autre chose. Il a enlevé toute la partie historique, parce qu'il distribuait tout ce qui était Windows, ça ne servait plus à rien. Bon, pourquoi pas, c'était un choix, on comprend. Il a rajouté la partie modernisée de SDL2, ce qui était très bien aussi. Mais du coup, il a fait un grand nombre de variations, d'ajouts, de modifications qui cassent quand même beaucoup le code original et qui en plus, contrairement à l'émulateur qui tourne, on fera des démonstrations après tout à l'heure, et ben, il y a beaucoup d'effets qui ne fonctionnent plus. Les effets de bordure par exemple ne fonctionnent plus, le plein écran fonctionne beaucoup moins bien. Le remappage du clavier, donc il n'a pas corrigé mon erreur sans savoir que c'est une erreur, tant pis pour lui. Mais donc ça fonctionne en américain mais plus en français. Donc il fait beaucoup de pubs, il en parle beaucoup de Dagen, donc mais on est en profond désaccord sur l'évolution de la suite, donc on verra ce qu'il fera. Il y a d'autres environnements, c'était porté sur les petites. Qui c'est qui en parle? Ouais, sur Spam, il y a un autre Benoît qui t'en parlait, je ne sais pas qui est le Benoît, donc. Bon, il en parlera. Benoît, c'est le monsieur à droite. Ça existe sur Raspberry aussi, donc. J'ai pas pardon. Non, c'est des mécaniques, ça existe aussi sur l'environnement. Sur Raspberry Pi. Là, je réponds oui. C'est pas grave, on dit. Exactement. Donc en 2019, la situation, c'est qu'il n'y a plus vraiment de code harmonisé, il y a différentes branches, qui a un tort de mon point de vue, ça serait bien de garder un tronc commun en tous les cas. Et en tout cas, il n'y a plus de développement harmonisé à macOS, ça c'est sûr, donc c'est du code générique qui est adapté à macOS. D'autres points, c'était pour Olivier après. C'est des choses à rajouter. Après, l'évolution, ça serait aujourd'hui de réécrire en JavaScript, qui est la mode, c'est ce que la plupart des. C'est pour ça que moi je me suis un peu arrêté, mais ça serait le travail de transformer tout le C en JavaScript. J'avais fait des essais avec EM Scripten, pour ceux qui connaissent, mais c'était pas assez performant, mais bon, au final, c'est ce qu'il faudrait faire pour que ça marche partout et qu'on ait un code unique. Combien de lignes de code? ActiveJS, je sais pas. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. L'émulateur, ça doit faire peut-être 30 000 lignes de code, c'est pas. Non, c'est très raisonnable. Et je reconnais que quand j'ai vu la première version du code, je sais pas comment Kent l'a écrit en fait. Il avait accès à des infos que j'ai jamais vues. Il a écrit sur HP8, parce que lui, il bossait chez HP. Ouais, je pense qu'il y avait des infos au niveau de Après, certains le procès. je sais pas comment il a fait. Ouais. Mais c'est beaucoup de macros, c'est très compliqué en fait. Parce que la machine allait très lentement. Ce qui fait que sur des machines aujourd'hui qui sont très rapides, il faut le remettre à plat le code. Parce que c'est de l'intégration de macros dans des macros dans des macros, ce qui fait que c'est ici et les deux. Bon, ça passe. Non, mais c'est dans sa connaissance du hardware. Du GS. Ouais, du GS. Ah, non, c'est impressionnant, c'est pas des mots. Donc voilà. Cousin coréen. Il y a toujours un petit coréen avec moi qui se prennent par là. Oui, en fait. Moi j'ai une question. L'année dernière et cette année, John Morris a sorti un périphérique qui s'appelle Apple Sauce qui permet de de numériser les disquettes 3,5 et 5,25 dans un format très précis, dans un format derrière image disque évolué qui s'appelle WOZ et qu'aucun émulateur Apple 2GS ne supporte. Donc, ça veut dire qu'en lisant ça, que même KEGS ne le supportera pas et que c'est laissé à celui qui a envie de le faire. Alors c'est pas ne supportera pas, c'est en l'état il ne le supporte pas. Mais si quelqu'un veut s'y coller, il le supportera. C'est ça. Le format WOZ, dans le point WOZ, moi j'avais travaillé sur le point 2MG, comme tout le monde, hein, donc sans ça, ça fonctionne.
Après, si les sources du point commun, enfin, techniquement c'est faisable. Après, il faudra trouver la personne qui s'y colle et puis l'intégrer dans le connecteur. Mais la question c'était, vas-tu le faire? Mais la réponse est non. Alors moi, non. Alors c'est une question d'avoir été à l'heure aussi. Donc moi, j'ai mis tout ça de côté pour l'instant. Parce que d'abord, je suis pas content de ce que fait Darren. Ça c'est sûr. Dagen, je vais y arriver, c'est pas grave. J'aime bien Darren, je sais pas pourquoi, c'est peut-être plus agréable, c'est sympa. D'autre part, je suis un peu fâché avec Apple aussi parce que tous les ans, les environnements changent. XOS, le langage. Les langages changent, les accès changent, donc on veut faire l'optimisation, c'est un peu compliqué, je parle pas de Microsoft, ça c'est pas la peine. Je souriais, mais c'est bien pour exactement. Mais en plus, le problème, c'est que comme c'est porté sur iOS, on pourra faire des démonstrations sur iOS, ça fonctionne. C'était fait en temps réel, les démonstrations tout à l'heure, on pourra continuer. Mais pour travailler sur la version à jour de iOS, il faut la version à jour d'Xcode, et qui demande la version à jour de macOS. Et un Mac récent. Et un Mac récent, exactement. Et comme j'ai pas le temps toutes les années de tout changer à chaque fois, je suis resté sur une configuration un peu ancienne, et donc du coup je ne peux plus compiler. Donc comme je ne peux pas compiler, je ne peux pas faire des tests, et puis la boucle est bouclée. Et j'avoue qu'après la motivation s'étiole un petit peu quand même, parce que être obligé de changer tout son environnement à chaque fois, c'est un peu compliqué. J'avais déjà beaucoup souffert quand on est passé du pseudo 32 au 32 pur, du PowerPC à l'Intel, de l'OpenGL, enfin de l'Open, si vous voulez, quelque chose aux applications, aux librairies propres d'Apple, Vital et compagnie. C'est du temps après, hein, donc là c'était amusant, c'était rigolo, on avait rigolé, on s'est marré, j'ai rencontré Olivier, j'ai fait au téléphone, c'est parfait, donc je l'ai pas eu depuis un petit moment. Mais voilà, après vraiment c'était la passion, c'est intéressant. Moi je l'ai fait, que ça fonctionne. Le portage sur iOS fonctionne aussi. Mais là on a inversé les rôles, c'est Olivier qui code, c'est moi qui critique, c'est pratique comme ça, c'est plus facile. Voilà, mais après, là en octobre, on va sortir toutes les nouvelles de mise à jour, qui va rendre obsolète un grand nombre de bibliothèques. Et tout le problème de l'émulation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la précision qui monte. Toutes les machines qu'on actuellement vont trop vite. Donc c'est la remarque d'Olivier. Oui, il appelle Olivier. Tous Olivier, donc d'Olivier là, de monsieur là. C'est Olivier ou Nicolas, de toute façon. C'est vrai que Olivier Nicolas Benoît, il a deux aussi, je suis surpris. Donc monsieur qui n'a pas d'arène, qui est mieux d'arène. Le problème, c'est la précision. C'est que ça tourne à 2,8 MHz. Tous les simulateurs actuellement tournent beaucoup plus vite. C'est-à-dire Kex, actuellement, si on enlève la barrière de mutation, il tourne à 120. C'est très bien, c'est très amusant. Mais le problème, c'est ça, c'est la synchronisation. Donc, pour ça que je m'étais fait avoir avec l'émulation, avec la démonstration, avec la démo qui m'a posé le problème. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est vrai que sur les effets, par exemple, de bordure, on perd en émulation. Enfin, l'émulateur actuellement, on fait c'est pas un problème, tourne un tout petit peu trop vite. Donc, vous perdez un cycle d'affichage. C'est pas grand-chose un cycle. Mais finalement, ça peut faire beaucoup. Quand ça se cumule. Donc, et quand on a des gens qui ont poussé un peu la machine dans ses limites avec des animations extrêmement complexes et synchronisées, et bien ça se voit. Par exemple, sur GS+, ne sait pas faire l'effet de bordure. Il se plante. Alors que dans la version qui tourne là, les effets de bordure, on les a corrigés. Et ça fonctionne, on peut écrire. En bas, c'est écrit. On s'écrit pour la Joyeux Noël, c'est écrit Joyeux Noël. Ça veut dire qu'il faut faire un peu. Je parle encore beaucoup, c'est la logique, un petit peu. Donc on peut faire donner des démos en temps réel, ça fonctionne en temps réel, vous pouvez le voir, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il faut faire un code spécifique pour chacune des machines, c'est ça? Alors, le code spécifique, c'est en train de se dessine. Ouais. Moi j'étais contre. Je préférais avoir un code générique, un cœur générique. Et après, on faisait les interfaces. Ça perd des frames, là. Ça en saute, on sait pas trop. Là, ça saute. D'accord. Ouais. Là, le scrolling. Ah, là, c'est bon, là. C'est bon. Ouais, Bouge plus, bouge plus. ça, c'est la... Hop, hop. C'est l'iPad. C'est l'iPad qui est trop rapide. C'est la photo. Il est pas synchronisé. Oui, il y a une question, pardon. Pas une question véritablement. Enfin, c'est peut-être une bêtise que je vais dire, mais quid d'une version exclusivement par Linux, quitte à virtualiser un truc de Linux. Je vois que je parle de virtualiser. C'est pourquoi pas une version exclusivement par Linux, qui serait peut-être un peu plus stable en termes d'outils de développement, en termes de système, quitte à virtualiser Linux sur la plateforme sur laquelle on a envie de l'utiliser. C'est tout à fait faisable. Hein. Le code original tel qu'il est téléchargeable, vous appuyez sur compiler, ça vous donne une application Linux. Hein, donc, Justement, ça permettrait en fait de se focaliser, je pense, sur une autre plateforme, quitte à virtualiser ensuite cette plateforme. Alors, c'est une possibilité, mais je vois par rapport à macOS, on perdrait par exemple. Il nous reste 10 minutes.
Il nous reste 10 minutes, donc on va être très bien, vous avez l'habitude de parler un peu. On perdrait tout ce qui faisait l'aspect macOS, les icônes, les interfaces, la partie internationale, les différents claviers, l'intégration dans le... On pouvait directement déposer les images disques sur l'application pour les lancer, Oui. etc., etc. Donc chaque environnement a quand même des spécificités, même Windows a des choses intéressantes. Donc, on perd en ergonomie. On fait pas sur les 84% de marché. anecdotique, mais ça dépend de quoi. On ne parlera pas de Windows portable. Windows CE. Windows CE, exactement. Donc, Mais je pense que si on regarde le code, là je peux parler pour ActiveJS, le micro par contre. la partie pure émulation, ça va peut-être représenter la moitié du code. Tout le reste, c'est l'environnement en fait. Et c'est ça qui prend. C'est l'ergonomie en fait. Ouais. Mais c'est ça qui compte au final. Ouais, mais c'est ça qui compte, c'est ce que les gens, c'est ce que l'utilisateur voit au final, et c'est ça qui demande beaucoup de temps, c'est ça qui évolue. C'est là où les interfaces changent, on parle de nouveaux formats de disque, mais c'est pas l'émulation elle-même, elle ne bouge pas trop. Ouais. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, un peu fastidieux et on perd un peu en motivation. Là tu es d'accord, en fait, le pro c'est mal émulé. Enfin, il n'est pas parfait, parce qu'en principe, il devrait, les lignes devraient scroller pendant longtemps. Ouais. Là, il y a un cycle, il y a un ou deux cycles qui ne sont pas très bons. Ah oui, non, c'est parce que Alors, après, le problème c'est ça, c'est joli, mais il n'y a que deux softs qui utilisent la bordure. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir un émulateur qui marche sur tous les OS et qui sacrifie un peu la bordure, ou alors avoir deux softs qui marchent jusqu'à la bordure? L'objectif, c'est un code qui marche sur Linux, Mac et PC avec la SDL2. Et puis, alors évidemment, on peut perdre un peu la bordure, mais on a quand même le reste. Bernie n'a pas de bordure. Pardon, Sixteen n'a même pas la bordure. Il n'a que le centre. Il n'a même pas de bordure. Il n'y a pas de bordure du tout. Ouais. Et pourtant, sur Mac, c'est presque celui qui est le plus utilisé. Qui était aujourd'hui, hein. Bernie? Oui, ouais, c'est un peu. Ah, c'est Sixteen, ouais. La bordure, c'est Sixteen. Ça, en fait, on voit même pas. Non, mais c'est ce que l'on recherche. Si on veut jouer à des softs qui ne jouent pas dans la bordure, oui, on peut prendre Sweet 16. Si on a un truc précis, fiable et qui correspond à la réalité applicable, il vaut mieux utiliser ça. Moi, j'avoue que je suis utilisateur plus de Sweet 16 pour l'intégration OS. Clairement. Voilà, c'est ça. L'autre, le KEGS, c'est que la gestion des images disques ou autres par le menu, c'est ingérable. C'est pas agréable à utiliser. C'est pas agréable, c'est d'ordre. Alors, tout à fait, je ne plaide pas, c'est pas agréable. Mais encore une fois, ça c'est l'héritage du code Unix. Donc c'était en ligne de commande. Donc on a essayé de faire un bricolage pour intégrer les deux. Moi j'ai un exemple tout ça. Je réponds à la question d'Olivier en bleu là, parce que c'est vraiment une question philosophique. Je veux dire. L'objectif qu'on a eu nous, c'est de faire un GS virtuel le plus fidèle possible. Donc on retrouvait tous les effets, toutes les possibilités, faire tourner un plus large possible spectre de logiciels et de retrouver sa machine. C'était pas parfait bien évidemment, c'est l'objectif. Mais dans son code à lui, initialement, il marchait sur des machines à 20 MHz sous HPVX et il ne pouvait pas émuler le pros. C'est-à-dire qu'il disait, je sais pas, une instruction ça fait 2 cycles, je compte 2 cycles et je continue. Mais sur un 65 en fait l'instruction qui fait 2 cycles, elle est découpée en 3 ou 4 éléments. Et ces temps-là, ces timings sont super précis. Et dès qu'on monte en vitesse avec le GS, il y a certains timings qui restent fixes et d'autres qui augmentent un peu. Et ça, en fait, c'est pas émulé au niveau des émulateurs. Ça veut dire qu'on a tendance à estimer que, tiens, finalement, si on multiplie par 2 la fréquence, toute la partie du cycle est divisée par 2. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors, c'est ce genre de truc, en fait. Ouais, on est un tout petit peu décalé, et pour une question de puissance de machine à l'époque, on n'a pas émulé le processeur. On a émulé d'un vue logique, nombre de cycles égal. Alors sur les docs du 65 c'est quand même très précis, il y a tous les schémas à la nanoseconde près. Or il n'y a pas d'émulation à la nanoseconde. Non, pas la nanoseconde. Si on voulait émuler le pros, il faudrait passer à la nanoseconde. Il faudrait passer à la nanoseconde, et encore une fois, par contre, ça, je suis entièrement d'accord, on fait de l'émulation. Ça serait une simulation. On fait plus de la simulation de ce que devrait faire le processeur. Le plus proche possible, donc on descend, et en fait au fur et à mesure des versions en 91, la suivante, et même sur celle-ci, on a réduit les temps. Donc l'horloge, pareil, l'horloge officielle c'est 2,8. En ROM, 2,5 en ROM, mais 2,6 en ROM. On est passé en 2,6 et dans les versions qui tournent actuellement, on est passé à 2,5. Parce que les machines sont tellement puissantes qu'il est plus facile pour nous de dire on ralentit virtuellement, qui permet de donner un rendu le plus précis possible. Tout le problème qu'on a, ce qu'on voit un petit peu ici, c'est que c'est vraiment la synchronisation qui pose problème. Parce que le code est là, et Kant, encore une fois, a fait un très bon travail. Il est juste. Mais il n'est pas dans le timing. Il n'est pas dans le timing parfait. C'est exactement ça. Il est juste, mais il n'est pas parfait. Et c'est l'objectif, il est parfait. Bernie ne cherche pas la perfection. Bernie cherche autre chose. Nous, on cherchait vraiment à être le plus près du code possible, parce que sur les versions
si aussi le tableau de bord intégré fonctionne. On peut y avoir accès. On peut changer. Si vous changez l'anglais en français, le clavier est reconnu en français. Chez mon copain américain, actuellement, il ne le fait pas. Donc si vous tapez des caractères français, la première ligne, vous avez IN, et puis avant de trouver le dièse, vous allez pour un moment. Voilà, Bernie le corrigeait correctement. Bernie avait fait, donc André avait passé autrement. Dans Bernie, ils avaient simulé plusieurs claviers virtuels. Donc après, suivant l'adressage, c'est une autre stratégie qui fonctionne aussi. C'est pas la même chose. Mais encore une fois, dans le CAEX, en tout cas, l'objectif qu'on avait défendu avec Olivier dans l'harmonisation, que j'ai défendu moi, qui était défendu après par lui aussi, c'est d'avoir vraiment une machine le plus fidèle possible à l'original. Même si on montait à 8, on montait à 32 MHz, on pouvait avoir 2, 4, 8, 16 mégas de RAM, ce que vous voulez, etc. Il y a la configuration de base, on prenait l'application, on la fait tourner, c'était en émulation un GS virtuellement le plus proche possible de l'original. Il te reste 5 minutes pour conclure. C'est pas à moi de parler, c'est à Olivier que je parle trop, si vous voulez. Dernier point là-dessus, c'est vrai qu'aussi l'émulateur est forcément biaisé par son auteur. Donc moi, mon objectif, c'est qu'il y ait des mots FTA tournés. Forcément, mon focus était plus à ce que le border ça fonctionne que GSOS. Alors pour finir, un dernier point intéressant sur l'émulation. Il y avait une question aussi. Ah pardon, une question de... J'ai vu passer Raspberry Pi. Est-ce que ça fonctionnera un jour? Et si oui, pourquoi pas un mini GS avec juste un joli petit boîtier. Vous avez vu ça, GS mini? Ils l'ont imprimé en 3D. C'est la gueule d'ailleurs qui a une photo de ça. Oui, ça existe. Il est un écran TFT, le 4 pouces. Wow. Et l'émulateur tourne bien là-dessus? Oui, bien sûr. Il faut que je prenne ça. Il est dynamique. Quel émulateur? Alors pour finir, je vais vous parler de... C'est GS+, je peux répondre à la question. Je vais vous parler de Karateka, Donc, qui a été fait sur iOS avec Jordan Mechner. Et donc c'est pour montrer un autre aspect de l'émulation qui est intéressant, c'est de montrer que l'émulation peut servir un petit peu à presque faire de la restauration archéologique, améliorer en fait des anciens programmes sans toucher au programme lui-même. La musique est horrible. À force, Merci la régie pour le commentaire. Donc ça c'est la version d'origine que vous avez tous voir. C'est de l'Apple II émulé, donc rien de particulier. Tu peux cliquer, voilà, on laisse. Ouais, tant que ça boot. Donc ça, avance. Pas trop fort. Pas trop fort la musique. Ah bien. Voilà. Donc ça c'est on a tous pleuré sur ce genre de musique. Faut pas rejeter maintenant. Vas-y. Il y a la phase 2. On a tous pleuré sur le dernier combat surtout. Et ça. Donc tu as les temps de chargement original qui sont émulés. Là, ça charge. Là, ça charge une demi-heure. Voilà. Ah, le voilà. Bon, et la musique, un petit peu naïve, Nicolas. Ah non, mais la musique, on l'entendait tous les jours. C'est son papa qui l'a fait en plus. C'est un fond noir. Et donc là, le jeu, il est à peu près entre 2 et 4 FPS. Donc en particulier quand il affiche les deux persos et le temps. Donc ça c'est la version originale telle que vous avez sur Apple. Et donc sur la version améliorée, 18. Oyster Fight. Donc ça c'est la version iOS qui a été faite avec Jordan Mechner. Donc le code original n'a absolument pas été modifié. Donc la différence c'est les écrans sont détectés, donc ils passent automatiquement en noir et blanc. Vous n'avez plus les artefacts de couleur. Les temps de chargement qui servent à rien ont été accélérés. Le scroll aussi. Et l'émulateur tourne à 12 MHz et le framerate est capé à 10. Donc ce qui fait qu'en fait on a un framerate fluide. Donc là on a un framerate constant, quel que soit en fait l'affichage. C'est pas un mode transfert. C'est un mode constant qui marche bien. Ouais. Dans le menu debug, on peut. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le code original n'a pas du tout été modifié, c'est entièrement l'émulateur qui s'occupe d'ajuster le framerate, et on a un jeu qui est nettement plus agréable que ce qui était avant. Voilà pour notre présentation. Là, il va perdre. Ça tournait dans la classique. Tu le dis pas, comment tu fais? Alors,
parce que là, chez Michelin, c'est quand même le problème de cette plateforme-là, quoi. Pas d'émulateur sur iOS. Quoi. Alors j'avais sorti le Best of FTA avec que des applis FTA, donc qui est resté sur le store à peu près 1 an, qui s'est fait jeter et que j'arrive pas à intervenir. Sur Karateka, on a... Sur ce prétexte. Ouais, sur ce prétexte. Il n'y a pas d'émulateur. Pas d'émulateur qui puisse charger des choses qui... Alors, qui puisse charger ou pas, théoriquement, dans le critère d'Apple, ça ne change rien. Que ça soit et donc là, c'est Mechner qui a négocié avec Apple et qui a réussi à faire passer l'appli parce qu'il y avait certaines renommées. Mais il savait que c'était un émulateur derrière. Fermé. Ouais, il savait. En fait, c'est un émulateur monotâche. Il peut faire tourner que ça. Mais tellement ça ne passe pas non plus. Là, ils analysent quand même le code des applis pour voir ce qu'il y a dedans, donc un émulateur c'est un niveau de plus, ils n'y arriveraient pas. Ils s'en veulent pas. Des questions? Oui, parce qu'on était très bavard. Donc, Actuellement, sur un Mac, qui a la machine qui aurait le clavier le plus proche d'un Apple 2GS, etc., c'est quoi l'émulateur recommandé? Quelle version de macOS? Pas forcément très récent, mais à version Intel en tout cas. GS+, peut-être qu'il faut ça. C'est GS+. Qui sera le plus facile à utiliser. Dans ta chambre. C'est ça. Donc c'est pour savoir. GS+, vous pouvez le télécharger, il est gratuit, disponible aussi, donc c'est pas un problème. Nicki Minaj quand même. Enfin, GS+, pardon, autant pour moi. GS Sport. Il a dit du mal. Il n'a pas vu qu'il y a un qui se bouge par terre. C'est la vie. Je vais entendre en même temps, il me fait quelque chose que j'ai dit qui ne va pas. Donc GS Sport. GS+, encore plus, de mon point de vue, mais on pourra en discuter par la suite, ça reste du bricolage. C'est récent. On l'imaginait plus qu'on ne la voyait. J'espère. Oui, mais enfin, il aurait pu reprendre le code initial et simplement le mettre à jour. Il s'est lancé dans des extensions un peu aventureuses, de mon point de vue, c'est pas terrible. GS Sport, c'est vraiment le code Kex mis à jour en 2011. D'accord. Donc c'est ce que j'avais fait moi en 2004, c'est quasiment le même code. Hein, donc, mais il a poussé un peu plus l'interface et en plus c'est vraiment adapté sur macOS. La seule chose qui ne fonctionne pas sur GS Sport, c'est le plein écran. Parce qu'en fait, il a mis un certain nombre de raccourcis clavier, et entre-temps, les raccourcis clavier ont été utilisés par Apple pour autre chose. D'accord. Présomption de raccourci. Apple reste mettre à bord. Hein, donc, Merci. C'est nous. On se retrouve sur le parking pour la séquence drone. Il faut bien remercier Nicolas à la régie qui a fait le travail. Bravo. J'ai tout fait.